Le matin du 14 septembre 1856, les domestiques découvrirent les corps de Catherine Grimball, épouse du juge de circuit Nathaniel Grimball, et d'un homme nommé Isaiah, esclave sur la plantation Grimball, enlacés dans la mort dans le bureau même du juge. Le scandale ébranla les fondations de la société de Charleston. 47 citoyens éminents signèrent une pétition exigeant que les dossiers de l'affaire soient scellés à jamais. 3 témoins moururent dans les 6 mois suivant la découverte, tous apparemment de cause naturelle. Le rapport officiel du coroner, conservé dans les archives du comté de Charleston, ne contient que 4 lignes. Fait inhabituel pour une affaire d'une telle importance. Ce que ces 4 lignes ne mentionnent pas, ce que les dépositions scellées révèlent, c'est que Catherine Grimball était morte depuis près de 12 heures, avant que le corps d'Isaiah ne soit placé à côté du sien. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Grimball et de la conspiration qui les a consumés, je veux te poser une question. As-tu déjà entendu des chuchotements de secrets dans ta propre ville, des histoires de trop dangereuses pour être racontées? Abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire indiquant de quel état ou de quelle ville tu nous regardes. Découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé dans ce bureau de Meeting Street. La vérité sur cette matinée de septembre mit des décennies à émerger complètement. Et quand elle le fit, elle révéla quelque chose de bien plus terrifiant qu'une liaison interdite. En 1856, Charleston se tenait au bord d'une transformation que peu reconnaissaient encore. Les 2 rudes pavés tombes de la ville supportaient le poids des calèches transportant des hommes et des femmes, convaincus que leur monde était immuable, leur société ordonnée par la providence divine. Le long de la batterie, les grandes demeures faisaient midi-face au port avec la confiance de la permanence. Leurs vérandas ombragèrent contre le soleil brutal du sud, leurs jardins entretenus par des mains qui ne posséderaient jamais la terre qu'elles cultivaient. Le juge Nathaniel Grimball habitait l'une de ces maisons, une demeure de 3 étages sur Meeting Street, distinguée par son fer forgé, orné et le vieux chêne qui dominait le jardin avant. Âgé de 49 ans, Nathaniel représentait la 3e génération de Grimball à exercer le droit à Charleston. Son grand-père avait signé la Constitution de l'État. Son père avait siégé au Congrès. Nathaniel lui-même présidait la cour de circuit avec une réputation d'équité rare parmi ses pairs. Il avait, à 2 reprises, statué contre d'autres propriétaires de plantations dans des affaires concernant le traitement des esclaves. Des décisions qui lui valurent le respect de certains et la méfiance d'autres. Son épouse, Catherine, née Rutledge, descendait d'une lignée remontant aux gouverneurs coloniaux. Elle avait été élevée avec la conviction que son principal devoir était de préserver la dignité des 2 familles. Elle s'en acquittait avec grâce, organisant les dîners nécessaires, fréquentant les églises convenables, siégeant au comité de bienfaisance dédié aux pauvres blancs de Charleston. Ceux qui la connaissaient bien notaient une certaine mélancolie dans son maintien, une distance dans son regard, même lors des réceptions les plus animées. Certains attribuaient cela à la perte de sa fille unique, morte de fièvre à l'âge de 7 ans, 16 ans avant le début de cette mastoire. D'autres murmuraient à propos d'autres peines, mais jamais assez fort pour être entendus. Le foyer Grimball comptait 37 esclaves, répartis entre la maison de Meeting Street et la plantation de riz sur la rivière Ashley. Isaiah, âgé de 28 ans en 1856, était tourné sur la plantation, mais avait été amené à la résidence de la ville 5 ans plus tôt pour servir de valet et de cocher personnel au juge. Il savait lire, ce qui était illégal et dangereux, ayant été instruit par Catherine elle-même à une époque où elle croyait encore pouvoir changer son monde par de petits actes de défi. Grand et posé, Isaiah se déplaçait dans la maison avec la dignité prudente de quelqu'un conscient d'être constamment observé, conscient que chaque geste pouvait exiger une justification. Le foyer comptait aussi Dinah, femme de chambre de Catherine depuis 18 ans, et Samuel, le majordome âgé, ancien esclave du père de Nathaniel, qui gérait désormais la maison avec une autorité calme. C'est des 3-là,
Isaiah, Dina et Samuel deviendraient donc des témoins essentiels d'événements qu'ils ne comprendraient jamais entièrement, apportant chacun un fragment de vérité qui, une fois réunis, formait un tableau qu'aucun n'aurait pu imaginer. La haute société de Charleston, en 1856, obéissait à des codes aussi rigides qu'implicites. La famille Grimball évoluait dans un cercle social qui incluait les Ravenel, les Pinckney, les Priolo et d'autres familles dont les noms figuraient dans les registres de la Société Saint-Cécilia. Ces familles pouvaient de retracer leurs racines charlestoniennes sur plusieurs générations, se mariaient entre elles, maintenant les apparences malgré les pressions économiques croissantes et l'instabilité politique nationale. Parmi elles, les Vanderhorst occupaient une position particulière. Marcus Vanderhorst, également avocat, nourrissait depuis longtemps l'ambition d'obtenir le siège de la cour de circuit occupée par Nathaniel. Les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance, sans jamais être devenus amis. Marcus exerçait un droit plus agressif, représentant les intérêts des plus grandes plantations et défendant leurs droits avec un zèle idéologique qui le rendait populaire parmi les voix les plus extrêmes de la société charlestonienne. Il apparaissait souvent aux de réception en compagnie de son épouse Eleanor, une femme fragile dont le sourire ne touchait jamais les yeux, et de leur fils Peter, âgé de 24 ans, déjà connu pour ses excès d'alcool et de jeu qui inquiétaient même son père. L'été 1856 avait été particulièrement oppressant, avec des températures qui poussèrent les plus aisés à fuir vers les montagnes de Caroline du Nord ou la relative fraîcheur de Sullivan's Island. Les Grimball, cependant, étaient restés en ville. Nathaniel instruisait une affaire complexe d'héritage qui exigeait sa présence en cours tout au long d'août et septembre. Catherine avait prétexté la supervision des rénovations de la maison de plantation, bien que les domestiques témoignèrent plus tard qu'elle n'y était allée que 2 fois durant ces mois. Le 10 septembre, 4 jours avant la découverte des corps, Marcus Vanderhorst organisa un dîner dans sa demeure de Trad Street. Les invités comprenaient les Grimball, plusieurs autres avocats influents, un sénateur de l'État et un journaliste de Richmond venu écrire une série d'articles en défense des institutions du Sud. La conversation s'était tournée, comme souvent à l'époque, vers la politique, le Kansas-Nebraska Act, l'agression contre Sumner et l'audace croissante des abolitionnistes du Nord. Selon les témoins présents, Nathaniel avait été inhabituellement silencieux. Pressé par Marcus de donner son avis sur une loi proposée qui punirait d'emprisonnement quiconque enseignerait la lecture aux esclaves, Nathaniel répondit avec sa précision habituelle « La loi proposée est redondante. Nous interdisons déjà cet enseignement. Ajouter l'emprisonnement suggère que nous ne savons pas faire respecter nos propres statuts, ce qui ne reflète guère la force. » C'était une réponse prudente, ni approbatrice ni critique, mais plusieurs invités remarquèrent le visage de Marcus se durcir. Son fils Peter, déjà bien éméché au brandy, lança une remarque sur les juges faibles qui font des lois faibles, provoquant un regard noir de son père et des rires nerveux des autres convives. Catherine s'excusa tôt, prétextant une migraine. Isaiah fut appelé pour atteler la calèche, et des témoins la virent debout sur la véranda des Vanderhorst, regardant la rue sombre d'un air que l'un d'eux décrivit comme celui d'un prisonnier comptant les pierres de sa cellule. Les 3 jours suivants semblèrent se dérouler normalement. Nathaniel siégea au tribunal, Catherine reçut la visite de sa sœur, géra les affaires domestiques, assista à une réunion de la Société de bienfaisance des dames. Mais les domestiques remarquèrent de subtiles perturbations dans le rythme de la maison. Dina vit que Catherine paraissait distraite, souvent perdue dans ses pensées, sursautant parfois quand on lui parlait. Samuel mentionna que le juge avait reçu plusieurs visiteurs tard dans son bureau, des rencontres inhabituelles après dîner avec des hommes qui n'auraient normalement pas appelé à ces heures. Le soir du 13 septembre, la maisonnée suivit sa routine habituelle. Le dîner fut servi à 7 heures. Selon Dina, le juge et sa femme mangèrent en silence, Catherine touchant à peine à son assiette.
À 8h30, Nathaniel se retira dans son bureau pour examiner des documents liés à l'affaire d'héritage. Catherine monta dans son boudoir du 2e étage, où elle passait habituellement ses soirées à lire ou à broder. Isaiah fut congédié pour la nuit après avoir aidé le juge à enfiler sa veste de détente et raviver le feu du bureau. Samuel verrouilla les portes à 9h30, comme chaque soir, et la maison sombra dans le silence. Ce qui se produisit durant les heures suivantes ne fut reconstitué que partiellement, à partir de preuves physiques et de témoignages contradictoires, mais certains faits sont indiscutables. À un moment entre 9h30 et l'aube, Catherine Grimbal mourut dans le bureau de son mari, et quelque temps après sa mort, le corps d'Isaiah fut placé à côté du sien, dans une mise en scène destinée à suggérer une liaison secrète interrompue par la violence. Le matin du 14 septembre se leva clair et déjà brûlant, promettant une autre journée étouffante. Samuel se leva à 5h30 comme à son habitude pour ouvrir la maison, tirer les rideaux, entr'ouvrir les fenêtres afin de capter la moindre brise. À 6h, il frappa à la porte du bureau pour réveiller le juge, comme il le faisait depuis 20 ans. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. La porte était verrouillée de l'intérieur. Chose rare, mais pas inédite. Le juge s'enfermait parfois pour travailler tard sur des affaires sensibles. À 6h30, sans réponse, l'inquiétude de Samuel s'accrut. Il alla chercher la clé de rechange suspendue dans l'office, hésita un instant sur le seuil, puis déverrouilla et ouvrit la porte du bureau. Orienté à l'est, le bureau baignait dans la lumière du matin à travers les hautes fenêtres donnant sur le jardin. Samuel aperçut d'abord Catherine. Elle gisait sur le tapis des Turcs, près du bureau du juge, sur le dos, vêtue encore de la robe de soie grise qu'elle portait la veille au dîner. Ses mains étaient décroisées sur son ventre, dans une posture de paix, soigneusement arrangée. Ses yeux étaient fermés, son expression calme, presque sereine. Isaiah gisait à côté d'elle, allongé sur le côté, comme s'il était tombé en essayant de la rejoindre. Il portait le pantalon sombre et la chemise blanche qui composait sa tenue de travail, mais il était pieds nus. Ses yeux étaient ouverts, fixant le vide, et sa main droite était tendue vers l'épaule de Catherine, sans toutefois la toucher. Entre eux, clairement posée et non tombée par hasard, se trouvait une bouteille vide de laudanum. Samuel resta dans l'embrasure de la porte, pendant ce qu'il décrivit plus tard, comme un moment hors du temps, son esprit refusant de donner un sens cohérent à ce que ses yeux voyaient. Le bureau portait encore les traces du travail du juge, des papiers éparpillés, ses lunettes posées sur un registre ouvert, un verre de whisky à peine entamé. L'air sentait le tabac, l'huile de lampe et quelque chose d'autre que Samuel ne put immédiatement identifier, une odeur douce et entêtante qui flottait dans la pièce. Pas de sang, aucun signe de lutte, aucun meuble renversé, aucun document éparpillé, hormis le désordre ordinaire du travail du juge. La porte verrouillée. La lumière du matin révélant 2 corps disposés comme pour un portrait tragique. Samuel retrouva enfin sa voix et appela Dina. Lorsqu'elle apparut en haut de l'escalier, son visage passa de l'inquiétude à l'horreur en voyant la scène. Il lui ordonna d'aller réveiller le juge immédiatement et d'interdire à quiconque d'entrer dans le bureau. Dina se précipita à l'étage, tandis que Samuel restait figé sur le seuil, incapable d'entrer ou de partir, prisonnier de l'impossibilité de ce qu'il voyait. Nathaniel apparut quelques 2 minutes plus tard, vêtu de sa robe de chambre, le visage déjà figé dans ce masque impassible qu'il arborait au tribunal. Il passa devant Samuel et entra dans le bureau, s'immobilisant longuement devant les corps de sa femme et de son valet. Samuel témoigna plus tard que la seule réaction visible du juge fut un léger tremblement de ses mains, aussitôt maîtrisé. « Faites venir le docteur Huger », dit Nathaniel d'une voix calme. Puis le shérif Pembroke, ne parlez à personne d'autre, que personne n'entre dans cette pièce avant leur arrivée. Est-ce clair, Samuel ? Samuel acquiesça. Nathaniel se retourna vers les corps, et alors que Samuel s'éloignait pour exécuter les ordres, il entendit le juge murmurer d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Pardonne-moi, Catherine,
Mon Dieu, pardonne-moi. Le docteur Benjamin Huger arriva le premier à 7h15. Homme corpulent d'environ 60 ans, il soignait la famille Grimbal depuis des décennies. Il entra dans le bureau avec sa trousse médicale et en ressortit 24 minutes plus tard, le visage pâle et moite malgré l'heure matinale. Il parla brièvement avec le juge dans le couloir, trop bas pour que quiconque entende, puis partit précipitamment, prétextant la nécessité de récupérer certains instruments. Le shérif Thomas Pembroke arriva peu après 8 heures, accompagné de son adjoint, un jeune homme nommé William Drayson. Pembroke, nommé pour des raisons politiques plus que pour ses compétences, aborda la sous-scène avec une gêne évidente. Il passa à peine 10 minutes dans le bureau, posant au juge des questions d'un ton respectueux, plus proche d'une visite mondaine que d'une enquête. En ressortant, il réunit le personnel dans le salon principal et posa quelques questions de routine. Avait-on entendu quelque chose d'inhabituel pendant la nuit? Quelqu'un avait-il vu Madame Grimbal ou Isaiah après 21h30? Quelqu'un connaissait-il une relation particulière entre les défunts? Samuel, Dina et les autres répondirent avec précision. Aucun bruit suspect. Madame Grimbal s'était retirée dans son salon. Isaiah était allé à ses quartiers, au-dessus de la remise. Personne ne mentionna les tensions récentes, ni les conversations chuchotées, ni l'air de plus en plus distant de Catherine. Dans une maison esclavagiste, survivre signifiait savoir quelle vérité taire. Vers la fin de la matinée, la nouvelle du drame s'était répandue dans tout Charleston, aussi vite qu'un feu dans de la paille sèche. Des visiteurs affluèrent à la maison de Meeting Street, officiellement pour présenter leurs condoléances, mais avides de détails. Nathaniel refusa de voir quiconque, se confinant dans ses appartements privés. Le docteur Huger revint brièvement par l'arrière de la maison, puis repartit sans un mot. Les corps furent quittance retirés dans l'après-midi, transportés au bureau du coroner sur Queen Street. Aucune annonce publique ne fut faite, aucun avis ne parut dans les journaux. La porte du bureau fut verrouillée et le resta pendant 3 semaines. Ce soir-là, alors que les domestiques te préparaient un dîner que personne ne mangerait, Dina fut convoquée dans le petit bureau privé du juge à l'étage, distincte de la pièce du drame. Elle y trouva Nathaniel, assis à son bureau, immobile, les mains jointes, le regard vide. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait un poids qui glaça le sang de Dina. « Dites-moi la vérité, pas ce que vous pensez que je veux entendre. La vérité. Catherine et Isaiah avaient-ils de l'affection l'un pour l'autre? » Dina réfléchit longuement avant de répondre. Dans cette maison, avec cet homme, la vérité pouvait être plus sûre qu'un mensonge. Madame Catherine a appris à Isaiah à lire, monsieur, il y a des années, quand il était encore jeune. Il parlait parfois de livres, d'idées, mais c'était comme une maîtresse et son élève, monsieur. Rien d'autre, je le jure sur ma vie. Nathaniel hocha lentement la tête. C'est bien ce que je pensais. C'est ce que j'avais besoin d'entendre d'une personne en qui j'ai confiance. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix glaciale. Ce qui s'est passé dans ce bureau n'est pas ce qu'il paraît. Je le sais. Mais le prouver, c'est une autre affaire. Soyez prudente, Dina. Très prudente dans les jours à venir. Certains veulent qu'une histoire précise soit racontée, et la vérité ne les intéresse pas. Le rapport officiel du coroner, daté du 16 septembre, ne comportait que 4 lignes. Catherine Grimbal et Isaiah, homme noir, trouvés morts le 14 septembre 1856. Cause du décès. Empoisonnement au laudanum. Nature, meurtre, suicide ou pacte suicidaire. Affaire close. Une concision stupéfiante pour un dossier impliquant l'une des familles les plus respectées de Charleston. Aucune analyse détaillée, aucune reconstitution, aucune exploration d'hypothèses alternatives. Seulement 4 lignes, puis le silence. En quelques jours, une pétition circula parmi l'élite de la ville. 47 notables la signèrent, dont 3 juges, 2 sénateurs et le maire. Le texte demandait que tous les documents liés à l'affaire Grimbal soient scellés à jamais, invoquant la dignité des défunts et la préservation de la moralité publique. La demande fut approuvée lors d'une session spéciale à huis clos,
présidée par le juge Horacio Priolo, collègue et prétendu ami de Nathaniel. Les témoignages, notes du coroner et pièces à conviction furent enfermés dans une boîte scellée et placés dans le coffre du tribunal, accessible uniquement par ordre judiciaire. Nathaniel ne se rendit pas à la séance. Il s'était retiré de toute vie publique, prenant un congé indéfini. La maison des Grimbal resta close, les volets fermés, aucune fumée ne s'échappant des cheminées. Les domestiques racontèrent que le juge restait dans ses appartements, mangeant peu, écrivant des heures durant dans des journaux que personne n'avait le droit de lire. Dans les anciens quartiers d'Isaiah, au-dessus de la remise, ses rares effets personnels furent mis discrètement retirés. Une Bible annotée de sa main, 3 recueils de poésie, un carnet d'observations sur les jardins de Charleston et un journal relié de cuir dissimulé sous une latte du plancher, qui ne serait découvert que des années plus tard. Catherine Grimbal fut enterrée le 17 septembre dans le caveau familial du cimetière Magnolia. La cérémonie fut brève et intime, inhabituelle pour une femme de sa condition. Nathaniel assista, soutenu par son frère Samuel, venu de Géorgie. La sœur de Catherine pleurait, voilée de noir. Absent, la plupart des Rutledge et des habitués du cercle Grimbal. La société de Charleston avait déjà rendu son verdict. Isaiah fut enterré le même jour dans la section réservée aux esclaves, sans cérémonie ni pierre tombale. Un mois plus tard, personne ne se souvenait plus de l'emplacement exact de sa tombe. Son existence réduite à une ligne dans les registres de la plantation. Isaiah, décédé septembre 1856, perte estimée à $1 200. Les rumeurs commencèrent aussitôt, dans les salons, les églises, le marché. Ceux qui n'avaient jamais échangé un mot avec Catherine Grimbal prétendaient désormais tout savoir d'elle. Elle avait toujours été étrange, mélancolique, disait Bentil. Et cet Isaiah n'avait-il pas quelque chose d'insolent dans le regard? L'histoire officielle, celle d'une passion interdite, arrangeait tout le monde. Mais quelques voix, discrètes, s'interrogèrent. Pourquoi Catherine aurait-elle risqué tout ce qu'elle avait? Pourquoi Isaiah aurait-il accepté un danger aussi insensé? Pourquoi ce rapport si bref? Pourquoi sceller les preuves? Ces questions ne s'échangeaient qu'à voix basse, derrière des portes closes. À Charleston, en 1856, contester la version officielle pouvait coûter bien plus que la réputation. 3 semaines après les décès, Marcus Vanderhorst se présenta sans prévenir à la maison des Grimbal de bon matin. Samuel tenta de le renvoyer, expliquant que le juge ne recevait personne. Mais Marcus insista, sa voix pleine de cette autorité qui ne tolérait pas la désobéissance. « Dites au juge Grimbal que j'ai des informations qu'il doit entendre. Cela concerne les événements du 14 septembre. Dis-lui que je suis ici en ami. » Le juge le reçut dans son bureau à l'étage. Leur conversation dura près d'1 heure, et bien que les domestiques ne puissent entendre les mots, ils entendirent dans le ton. La voix de Marcus, d'abord mesurée et compatissante, s'éleva peu à peu, devenant plus insistante, presque menaçante. Les réponses de Nathaniel se firent plus rares et plus faibles. Quand Marcus partit enfin, Samuel remarqua que son expression trahissait une certaine satisfaction, comme celle d'un avocat ayant obtenu une concession importante. Ce même après-midi, Nathaniel sortit de son isolement volontaire. Il appela Samuel et Dinah dans le bureau et leur parla avec une maîtrise qui semblait forcée, artificielle. « Je reprendrai mes fonctions lundi, » annonça-t-il. « La maison rouvrira. Nous reprendrons nos activités normales. Le passé doit rester le passé. Comprenez-vous. » Mais avant de les congédier, il ajouta autre chose, s'adressant directement à Dinah. « Tu m'as demandé, il y a des années, pourquoi je ne t'avais pas affranchi, pourquoi je ne vous avais pas libéré, vous tous. Te souviens-tu de ce que je t'ai répondu ?» Dinah hocha la tête. Il lui avait dit que les papiers de liberté ne valaient rien à Charleston, qu'ils pouvaient être contestés, révoqués, ignorés, qu'elle était plus en sécurité comme sa propriété, sous sa protection, plutôt qu'avec des papiers qu'un constable pouvait juger frauduleux. « Je me suis trompé, » dit Nathaniel d'une voix creuse. « Je me suis dit que je vous protégeais,
Mais en vérité, je me protégeais moi-même. Je protégeais ma position, ma réputation, ma place dans une société que j'aurais dû défier au lieu de l'accepter. Et maintenant, Catherine est morte, et Isaiah est mort. Et moi? Il s'arrêta, semblant réaliser qu'il en avait trop dit. Sois prudente, Dina. Ne fais confiance à personne, pas même à moi. Le juge Nathaniel Grimbal reprit son siège à la cour de circuit le 1er octobre 1856, exactement 17 jours après les décès. Ses collègues l'accueillirent avec des marques de sympathie qui semblaient rendre répétées, creuses. Les audiences reprirent, et pendant plusieurs semaines, la vie sembla retrouver son rythme habituel. Mais ceux qui connaissaient bon bien Nathaniel remarquèrent des changements. Il avait maigri. Son visage s'était creusé de nouvelles rides, et il y avait dans ses yeux une dureté qu'il n'avait jamais vue. Début novembre, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre arriva au tribunal, adressée au juge Grimbal, mais interceptée par son greffier, un jeune homme nommé Daniel Ravenel, dont la famille influente lui avait assuré ce poste. La lettre ne portait pas d'adresse d'expéditeur et avait été envoyée de Columbia. Daniel, suivant ce qu'il affirma plus tard être ses devoirs, ouvrit et lut la lettre avant de la présenter au juge. Son contenu était bref, mais explosif. Juge Grimbal, j'étais l'assistant du docteur Huger le 14 septembre. Ce que j'ai observé dans votre bureau contredit le rapport officiel, la position des corps, la rigidité cadavérique, les traces de lividité. Rien ne correspondait à une mort simultanée, ni même à des décès dans la même heure. Je suis resté silencieux parce qu'on me l'a ordonné, mais ma conscience me tourmente. Je quitte la Caroline du Sud. Considérez ceci comme mon témoignage en faveur de la vérité, pour ce qu'il pourra servir. James Thornton. Daniel Ravenel porta immédiatement la lettre à Marcus Vanderhorst et non au juge Grimbal. Ce fait allait s'avérer crucial. Marcus convoqua une réunion d'urgence ce soir-là, dans son bureau de Broad Street, réunissant plusieurs avocats et juges influents. Nathaniel fut invité, bien qu'il fût clair qu'on le sommait plutôt qu'on ne le consultait. Selon le témoignage ultérieur d'un commis ayant entendu une partie de la réunion, Marcus présenta la lettre comme la preuve d'un scandale potentiel, non pas celui du 14 septembre, mais celui d'une dissimulation. Si ce Thornton se met à parler à Columbia, ou, Dieu nous en garde, à écrire aux journaux du Nord, nous aurons des abolitionnistes envahissant Charleston, dénonçant une nouvelle fois l'immoralité du Sud, affirma Marcus. Nous devons contenir cela. Nous devons veiller à ce que la version officielle ne soit pas remise en question. Il proposa alors une réponse. Faire pression sur le docteur Huger pour qu'il rédige un rapport plus détaillé, confirmant la thèse du meurtre-suicide. Localiser et faire taire James Thornton par tous les moyens nécessaires, et s'assurer qu'aucun autre témoin ne se sente obligé de parler. Plusieurs hommes acquiescèrent, mais Nathaniel, selon le récit du commis, se leva et prit la parole pour la première fois de la soirée. Ou bien, dit-il, sa voix tranchant la discussion, nous pourrions reconnaître qu'il existe des questions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Nous pourrions rouvrir l'enquête, nous pourrions chercher la vérité plutôt que la commodité. Le silence qui suivit fut profond. Marcus répondit enfin, d'un ton mêlant pitié et avertissement. « Nathaniel, je comprends ton chagrin, mais réfléchis à ce que tu proposes. Une nouvelle enquête nécessiterait d'examiner la réputation de Catherine en détail. Il faudrait interroger le personnel de maison, y compris tes esclaves, d'une manière qui pourrait faire surgir des témoignages, disons plus nuisibles encore que la version actuelle. Parfois, aussi difficile que ce soit, certaines vérités doivent d'en rester enfouies. » Nathaniel quitta la réunion peu après, et selon Samuel, qui l'attendait avec la voiture, les mains du juge tremblaient de lorsqu'il monta à bord. Cette nuit-là, Nathaniel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il convoqua Dina et Samuel dans son bureau et leur parla en égaux, non en maître et serviteur. « Je dois savoir ce que vous savez, dit-il, pas ce que vous pensez qu'il est prudent de me dire. Tout. L'état d'esprit de Catherine dans les jours précédant sa mort,
les visiteurs inhabituels, toute conversation que vous auriez pu entendre. Je sais que vous avez voulu me protéger, vous protéger, mais le silence ne nous protège plus. Ce qui suivit fut une conversation qui dura au-delà de minuit. Dina révéla que Catherine avait reçu, dans les semaines précédant sa mort, des lettres sans adresse d'expéditeur, qu'elle lisait puis brûlait aussitôt dans la cheminée. Elle raconta comment Catherine était devenue de plus en plus renfermée, craintive, vérifiant souvent les fenêtres comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. Samuel évoqua les visiteurs tard dans la nuit, ces réunions dans le bureau de Nathaniel qui bouleversaient les habitudes de la maison. Il cita leurs noms. Marcus Vanderhorst était venu 2 fois, Peter Vanderhorst 1 fois, et le 12 septembre, 2 nuits avant les décès, le shérif Pembroke lui-même avait passé 1 heure avec le juge. Nathaniel écouta tout cela avec l'attention qu'il réservait aux dépositions en cours. Quand ils eurent fini, il posa une dernière question. « Croyez-vous que Catherine et Isaiah soient morts, ensemble de leur propre volonté ?» Dina et Samuel secouèrent la tête. « Non, monsieur, » répondit fermement Dina. « Madame Catherine n'aurait jamais fait cela. Elle était triste, oui, mais pas de cette manière. Et Isaiah, il était prudent, toujours attentif. Il n'aurait jamais mis sa vie ni celle des autres en danger dans cette maison. C'est aussi ce que je crois, dit Nathaniel, ce qui signifie que quelqu'un d'autre les a tués. Et pire encore, je crois savoir pourquoi. » La conspiration que le juge Nathaniel Grimball commença à découvrir en ce mois de novembre 1856 s'étendait sur plusieurs années et impliquait certains des citoyens les plus respectés de Charleston. Elle tournait autour de l'argent, du pouvoir et des prochaines élections de l'État, des éléments bien plus dangereux qu'une romance interdite. À la fin de 1855, un vaste domaine au nord de Charleston, près de 3000 acres, avait été mis en vente après la mort de son propriétaire, le colonel Henry Beaumont, qui n'avait laissé aucun héritier direct. Ces terres étaient précieuses, un sol idéal pour le coton, avec un accès fluvial facilitant le transport. Plusieurs parties étaient intéressées, mais le règlement de la succession fut compliqué par des testaments contradictoires et des revendications disputées par des parents éloignés. L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Nathaniel Grimball en février 1856. En examinant les documents, il découvrit des irrégularités, des signatures manifestement falsifiées, des témoignages qui se contredisaient et, plus inquiétant encore, des preuves montrant que certains avaient eu connaissance de la mort du colonel Beaumont avant son annonce publique et avaient immédiatement entrepris d'acquérir les terres. Parmi ces personnes, un consortium incluant Marcus Vanderhorst, le shérif Thomas Pembroke et 3 avocats éminents de Charleston. Ils avaient formé un groupe d'investissement dans le but d'acheter les terres de Beaumont, de les subdiviser et de les revendre à profit. Leur plan exigeait que la vente de la succession se fasse rapidement, sans contestation légale, et que les réclamations concurrentes soient rejetées. On s'attendait à ce que Nathaniel facilite cela. En tant que membre de l'élite de Charleston, il devait comprendre comment les affaires se menaient et jouer son rôle. Mais il fit quelque chose d'impensable. Il entreprit une véritable enquête sur les documents de la succession. Il découvrit les faux. Il trouva des indices laissant penser que la mort du colonel Beaumont n'avait peut-être pas été naturelle, mais provoquée par un empoisonnement progressif sur plusieurs mois. Il fixa une audience au 30 septembre 1856, au cours de laquelle ces découvertes devaient être rendues publiques. Catherine en fut informée au début de septembre. Les lettres dont parlait Dina, celles que Catherine avait brûlées, étaient des avertissements, des menaces à peine voilées, laissant entendre que certaines actions auraient même des conséquences pour la famille Grimm. Catherine avait tenté de convaincre Nathaniel d'abandonner l'enquête, de statuer en faveur du consortium pour leur sécurité. Mais Nathaniel, croyant en la loi et la justice, avec une foi désormais tragiquement naïve, avait refusé. Le soir du 13 septembre, Marcus Vanderhorst et le shérif Pembroke
s'était Dan rendu dans le bureau de Nathaniel pour une dernière discussion. Ils lui présentèrent un choix brutal et d'une clarté terrifiante: rejeter les réclamations concurrentes, statuer en faveur du consortium et recevoir une compensation qui le rendrait immensément riche, ou refuser et en subir les conséquences. Pas des menaces, précisèrent-ils, mais des réalités. Des preuves pouvaient être fabriquées, des réputations détruites, des accidents provoqués. Nathaniel avait refusé. Selon ce qu'il écrivit plus tard dans son journal, retrouvé des années après lors de la rénovation de la maison de Meeting Street, il avait tenu bon par principe, croyant que sa position de juge et son nom de famille le protégeraient. « Je leur ai dit de sortir de ma maison », écrivit-il. « Je leur ai dit que je les verrais au tribunal, comme accusés, lorsque je porterai leur conspiration devant le grand jury. » Marcus sourit, et ce sourire m'a fait comprendre que j'avais commis une terrible erreur. Ce qui arriva ensuite, dans ces heures sombres, après que la maison se fut endormie, Nathaniel le reconstitua à partir des preuves matérielles et d'une confession qu'il finit par arracher à quelqu'un de proche de la conspiration. Catherine avait été assassinée la première, tuée dans son salon, avec une dose de laudanum si concentrée que la mort avait dû venir presque instantanément. Son corps avait ensuite été transporté dans le bureau. Isaiah, dont les quartiers se trouvaient au-dessus de la remise, avait été facile à attirer avec un message prétendument envoyé par le juge. Une fois dans le bureau, lui aussi fut assassiné, encore avec du laudanum, mais administré différemment, violemment, ce qui expliquait ses yeux ouverts et la posture de sa mort, la main tendue. La sous-scène avait été minutieusement mise en scène, la bouteille vide de laudanum placée entre eux, la robe de Catherine arrangée pour suggérer qu'elle était venue volontairement dans le bureau, et Isaiah positionné de manière à faire croire à une rencontre interrompue. La porte du bureau avait été verrouillée de l'intérieur, la clé laissée dans la serrure, pour renforcer l'idée que les deux avaient cherché l'intimité de leurs derniers instants. Chaque détail avait été calculé pour créer un récit que la société de Charleston non seulement croirait, mais voudrait croire. Un récit qui confirmait tous les préjugés et les peurs liées au mélange des races et à la transgression morale. Le plan avait été d'une cruauté brillante. Il réduisait au silence l'enquête de Nathaniel en détruisant son autorité morale. Quel juge aurait pu poursuivre une affaire de fraude foncière alors que sa propre épouse était au centre d'un scandale? Il envoyait un message clair à tous ceux qui auraient pu songer à défier les intérêts du consortium, et il accomplissait tout cela sans commettre un crime pouvant être facilement prouvé. Un meurtre déguisé en scandale, une exécution politique masquée en tragédie. Mais les conspirateurs avaient donc commis des erreurs. James Thornton, l'assistant du docteur Huger, avait remarqué des incohérences dans la rigidité cadavérique et la lividité des corps. La bouteille de laudanum, bien que vide, portait la marque d'un pharmacien que Nathaniel traça jusqu'à un chimiste de Charleston. Ce dernier admit à contre-cœur avoir délivré une prescription inhabituellement importante au nom de Peter Vanderhorst, le fils de Marcus, quelques jours avant les décès. Et quelqu'un avait parlé, pas ouvertement, pas directement, mais à voix basse, de manière à ce que les murmures atteignent les bonnes oreilles. À la mi-novembre, Nathaniel avait réuni suffisamment de preuves pour les présenter à un grand jury. Pas une preuve irréfutable, mais assez pour soulever des questions sérieuses, assez pour forcer une véritable enquête. Il avait soigneusement préparé ses documents, en avait fait des copies qu'il rangea dans différents endroits et fixa un rendez-vous avec le procureur général de l'État pour le 1er décembre. Il n'assista jamais à cette rencontre. Le soir du 28 novembre 1856, un incendie éclata dans la maison Grimbal sur Meeting Street. Le feu avait commencé simultanément à 3 endroits différents, un schéma que même les méthodes primitives d'investigation de l'époque reconnaissaient comme un incendie criminel. La maison fut entièrement détruite. Les domestiques parvinrent à s'échapper, mais Nathaniel Grimbal, lui, ne survécut pas. Son corps fut retrouvé dans le bureau à l'étage, là où il travaillait lorsque les flammes avaient commencé. La porte de ce bureau avait été verrouillée de l'extérieur.
la clé ne fut jamais retrouvée. Dans les jours qui suivirent, 3 autres morts survinrent. Samuel, le vieux majordome, mourut d'une crise cardiaque en marchant près du marché. Dinah disparut entièrement et ne fut jamais revue. Plus tard, des rumeurs suggérèrent qu'elle avait fui vers le nord, mais aucune preuve ne fut jamais trouvée. Et Peter Van der Horst, le fils dissolu de Marcus, mourut d'une supposée overdose accidentelle de laudanum, bien que beaucoup suspectassent son propre père de l'avoir fait taire pour éliminer tout lien avec les meurtres précédents. L'affaire du domaine Beaumont fut réattribuée au juge Horatio Priolo, qui rendit sa décision en faveur du consortium en moins d'une semaine. Les laitaires furent achetés, divisés et revendus. Les profits enrichirent plusieurs familles de Charleston, et l'histoire de la tragédie des Grimble entra dans la mémoire collective de la ville comme une leçon sur les désirs interdits et la justice inévitable, non comme le récit d'une conspiration et d'un meurtre. La vérité complète du 14 septembre 1856 ne fit surface que des décennies plus tard, bien après la mort de tous les protagonistes. En 1889, lors de travaux de rénovation dans la maison reconstruite sur le terrain de Meeting Street, là où s'était jadis dressée la demeure des Grimble, des ouvriers découvrirent une boîte métallique cachée dans les fondations. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des copies des documents que Nathaniel avait préparés pour le procureur général, ses journaux personnels détaillant la conspiration et autre chose, une confession. La découverte eut lieu un après-midi humide de juin. Le contremaître, Thomas Becket, homme prudent sans lien avec les familles concernées, supervisait l'installation de nouvelles poutres de soutien dans le sous-sol lorsque le pic d'un ouvrier heurta un objet métallique. Intrigué, Becket fit soigneusement dégager la zone. Ce qui émergea était une boîte de fer scellée, d'environ 30 cm de côté, rouillée mais intacte. Becket, homme méthodique et conscient de l'importance historique du lieu, ne l'ouvrit pas immédiatement. Il contacta le propriétaire, Jonathan Haywood, un marchand de Charleston qui rénovait la propriété pour en faire une pension. Haywood, comprenant que la boîte pouvait contenir des objets de valeur historique ou financière, la remit à la Société historique de Charleston, où elle fut ouverte en présence de 3 témoins. Haywood lui-même, le directeur de la société, le docteur William Ravenel, un cousin éloigné de la famille Ravenel, mais sans lien direct avec les événements de 1856, et un avocat local, Samuel Clifton. Dès l'ouverture de la boîte, son contenu révéla une histoire que les 3 hommes comprirent immédiatement comme capable d'ébranler la perception que Charleston avait de son propre passé. Les papiers, remarquablement bien conservés, étaient mines protégées par le métal et la sécheresse du sous-sol. Au sommet de la pile se trouvait une lettre adressée à celui qui trouvera cette boîte, écrite d'une main féminine plus tard, identifiée comme celle d'Eleanor Van der Horst. La lettre expliquait qu'Eleanor avait rédigé sa confession complète en 1872, 16 ans après les meurtres. Alors que sa santé déclinait et que la mort approchait, elle avait confié le document à son pasteur, le révérend Thomas Gadsden de l'église Saint-Michel, avec des instructions précises. Il devait garder la confession 15 ans après sa mort, puis décider s'il fallait la révéler ou la détruire, selon que ceux qui pourraient en être affectés vivaient encore. Le révérend Gadsden, mort en 1888, avait apparemment choisi de cacher les documents plutôt que de les révéler ou de les détruire, incapable sans doute de supporter ni la responsabilité de les rendre publics, ni celle de les effacer à jamais. La confession d'Eleanor, rédigée sur 23 pages d'une écriture soignée et cultivée, commençait par ces mots empreints de tourment. « J'écris ceci en femme mourante, qui a trop longtemps vécu avec une terrible connaissance. Je suis lâche, car je n'écris ces mots que maintenant que la mort me rend à l'abri des conséquences terrestres. Mais peut-être qu'une lâcheté qui préserve la vérité vaut mieux qu'un courage qui entretient le mensonge. Que Dieu me juge, car je ne peux plus me juger moi-même. » Elle détaillait comment la conspiration avait commencé en janvier 1856, lorsque Marcus Van der Horst
et le shérif Pembroke avaient appris que le juge Grimball menait une véritable enquête sur l'affaire Beaumont, au lieu de la simple révision de forme qu'ils attendaient. Ils s'étaient rencontrés dans la maison des Vanderhorst, rue Trad. Eleanor se souvenait qu'on lui avait demandé de s'assurer que les domestiques ne puissent rien entendre. Une demande inhabituelle et inquiétante. « Je me tenais dans le couloir, devant le bureau de Marcus », écrivit Eleanor, et je les entendis discuter du juge Grimball comme on discuterait d'un problème d'affaires, nécessitant une solution. Il n'y avait ni colère, ni passion dans leur voix. Ils parlèrent de détruire la vie d'un homme avec le même ton qu'ils auraient utilisé pour parler du temps ou du prix du coton. Cette froideur me terrifia plus que n'importe quelle rage. Le plan s'était affiné au fil des semaines. D'abord, ils avaient tenté d'exercer des pressions financières ou politiques sur Nathaniel. Quand ces méthodes échouèrent, ils envisagèrent d'autres options. Eleanor décrivait comment Marcus avait entraîné son fils Peter dans la conspiration, à contre-cœur, mais sachant que la dépendance de celui-ci à l'alcool et au jeu le rendait malléable. Peter devait beaucoup d'argent à des hommes dangereux, et Marcus lui promit de payer ses dettes en échange de sa participation à ce qu'il appelait une action nécessaire pour protéger les intérêts de la famille. Le récit d'Eleanor sur la nuit du 13 septembre était particulièrement précis, preuve qu'elle avait entendu le plan à plusieurs reprises et peut-être même assisté à certaines préparations. Elle décrivit comment Peter et deux hommes, employés par le shérif Pembroke, Daniel Rutledge et James Collatine, tous deux morts plus tard pendant la guerre, étaient entrés dans la maison Grimball par une porte de cave donnant sur une petite cour. Cette entrée, munie d'un simple loquet, pouvait être ouverte de l'extérieur avec une lame fine. Une faiblesse que Marcus avait apprise lors d'une conversation mondaine avec Catherine Grimball des mois plus tôt. « Il portait du laudanum », écrivit Eleanor, acheté en plusieurs petites quantités auprès de 3 pharmaciens différents pour ne pas éveiller les soupçons, et mélangé à une concentration mortelle. Ils avaient aussi du laudanum dilué, destiné à endormir ceux qu'ils pourraient probablement croiser. Marcus avait tout prévu, sauf une chose, que le poids de ce qu'ils allaient le faire serait peut-être trop lourd à porter. Les assassins s'étaient déplacés dans la maison plongée dans l'obscurité, connaissant parfaitement ses recoins. Marcus était venu assez souvent pour les guider. Ils trouvèrent Catherine dans son salon, lisant à la lueur d'une lampe, comme à son habitude. Quand elle leva les yeux et vit des hommes inconnus pénétrer dans son espace intime, elle n'eut qu'un instant pour ressentir la peur avant que Peter Rutledge ne lui couvre la bouche, tandis que James Collatine lui faisait avaler de force le poison. Eleanor décrivit la scène froidement, sans émotion, comme si la distance aidait à supporter la vérité. Catherine se débattit, écrivit-elle, et dans sa lutte, elle renversa la lampe posée sur la table à côté de son fauteuil. Peter la rattrapa avant qu'elle ne tombe et n'enflamme la pièce. Mais ce geste, celui d'empêcher un feu accidentel tout en commettant un meurtre délibéré, le frappa de l'horreur de ce qu'il faisait. Il a vomi dans le couloir ensuite, m'a raconté Marcus plus tard, et il a dû lui rappeler sèchement qu'il ne pouvait pas s'effondrer tant que le travail n'était pas terminé. Ils avaient attendu près de 2 heures avec le corps de Catherine, s'assurant qu'elle était bien morte et que son corps avait suffisamment refroidi pour rendre le moment exact du décès difficile à déterminer. Pendant cette attente, Eleanor nota qu'ils fouillèrent le salon de Catherine et y trouvèrent des lettres, les lettres de menaces que Catherine avait brûlées ou cru avoir brûlées. L'une d'elles était tombée derrière la grille de la cheminée, intacte, et ils la prirent comme preuve de leur prudence, à utiliser des messages impossibles à retracer jusqu'à eux. Vers 1h30 du matin, Daniel Rutledge se rendit dans la chambre, au-dessus de la remise où dormait Isaiah. Il portait un billet écrit sur du papier, pris dans le bureau du juge, avec une écriture imitant grossièrement celle de Nathaniel. « Isaiah, j'ai besoin de ton aide dans le cabinet immédiatement. Viens vite et sans bruit. Ne réveille pas la maisonnée. NG. » Isaiah, comme prévu, arriva aussitôt. Il faisait totalement confiance au juge,
et la demande urgente et discrète du message laissait croire à une situation nécessitant une grande discrétion. Lorsqu'il entra dans le cabinet par la porte que les conspirateurs avaient et laissé déverrouiller de l'intérieur, il ne trouva pas le juge Grimbald, mais 3 hommes qui le saisirent avant qu'il ne puisse crier ou s'enfuir. La description d'Elelanena sur ce qui suivit fut la partie la plus difficile à lire de sa confession. Isaïa s'était battu avec une force désespérée, comprenant immédiatement qu'il faisait face à la mort, et que sa mort servirait un but au-delà d'un simple meurtre. Ils durent de lui administrer le laudanum de force, le maintenant au sol, pendant que Peter Van der Horst versait le poison dans sa bouche et lui serrait la mâchoire jusqu'à ce qu'il avale. La lutte dura plusieurs minutes, et les derniers instants d'Isaïa se passèrent dans la terreur et la trahison, mourant dans une pièce où il avait fidèlement servi, tué par des hommes dont il connaissait probablement les noms, entendus lors de réceptions mondaines. Peter raconta plus tard à son père, écrivit Elelanena, que les yeux d'Isaïa restèrent ouverts et conscients même lorsque le laudanum commença à agir, comme s'il essayait de comprendre pourquoi, ce qu'il avait fait pour mériter cela. Peter dit que ses yeux le hantaient, qu'il les voyait chaque nuit lorsqu'il essayait de dormir, incapable d'échapper au souvenir de ce regard désespéré et perdu. Je crois, ajouta Elelanena, que c'est pour cela que Peter sombra dans l'addiction au laudanum qui finit par le tuer. Que ce soit de sa propre main ou par celle de son père, il cherchait à fuir ce qu'il avait vu dans les yeux mourants d'Isaïa. Après la mort d'Isaïa, les hommes disposèrent les 2 corps dans le cabinet, selon les instructions de Marcus. Catherine fut placée paisiblement, comme si elle s'était éteinte dans son sommeil. Isaïa fut positionné, tendant le bras vers elle, dans une posture suggérant une intimité interrompue. La bouteille vide de laudanum fut soigneusement placée entre eux, à un endroit où elle serait immédiatement remarquée. Ils passèrent de peut-être 20 bêtes minutes à ajuster la scène, s'assurant que chaque détail soutenait le récit désiré. Une liaison secrète, un pacte de suicide ou un meurtre-suicide, un scandale qui détruirait toute autorité morale que Nathaniel Grimbald pourrait encore revendiquer. Avant de partir, ils verrouillèrent sur la porte du cabinet de l'intérieur avec la clé du tiroir du bureau, puis sortirent par la fenêtre donnant sur le jardin, qu'un complice pouvait refermer de l'extérieur. Aucune trace d'effraction, aucun indice de leur présence, si ce n'est les corps eux-mêmes, arrangés dans leur sinistre tableau. La confession d'Elelanena aborda ensuite les événements qui suivirent. Elle décrivit comment Marcus rentra à la maison peu avant l'aube, ses vêtements changés, son attitude maîtrisée, et se contenta de dire « C'est fait. Le problème est réglé ». Lorsqu'elle demanda ce qu'il voulait dire, il la regarda avec une expression qu'elle décrivit comme absolument vide, comme si quelque chose d'humain avait été retiré et remplacé par un calcul froid et pur. « Je sus à cet instant, écrivit Elelanena, que mon mari était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus, ou peut-être pire, que je voyais enfin clairement ce qu'il avait toujours été sous la surface de la respectabilité et du charme. » Elle ne posa plus de questions ce matin-là, mais dans les jours suivants, tandis que le scandale se répandait et que le récit officiel prenait forme, elle comprit, pièce par pièce, ce qui avait été fait. Son horreur grandissait à mesure que le génie du plan se révélait. Nathaniel Grimbald, confronté à la scène mise en scène de l'infidélité et de la mort de sa femme, fut paralysé. Pour enquêter honnêtement sur les meurtres, il aurait fallu exposer la réputation de Catherine à un examen public impitoyable, permettre à des avocats et à des fonctionnaires d'explorer chaque aspect de sa vie, de son caractère, de ses relations. Les conspirateurs savaient que Nathaniel choisirait de protéger la mémoire de Catherine plutôt que de poursuivre la justice, du moins au début, ce qui leur donnait le temps de consolider leur position et de détruire les preuves. Mais ils avaient sous-estimé la combinaison de chagrin et de détermination de Nathaniel. Elelanena révéla que Marcus avait été stupéfait d'apprendre, par des contacts au tribunal, que le juge rassemblait discrètement des preuves de la conspiration. Marcus avait cru que le scandale suffirait. « Aucun homme, écrivait-elle,
n'oserait salir davantage le nom de sa femme en suggérant que sa mort n'était pas ce qu'elle semblait être. Il n'avait pas anticipé que Nathaniel sacrifierait tout, y compris la réputation de Catherine, pour la vérité. La décision de tuer Nathaniel fut prise à la fin du mois de novembre, lors d'une autre réunion à la maison des Vanderhorst. Cette fois, Eleanor fut présente, appelée dans le bureau de Marcus pour assister à ce que son mari décrivit comme « l'engagement de la famille envers notre avenir ». Peter était là, visiblement affaibli, tremblant, en sueur malgré la fraîcheur du soir. Le shérif Pembroke était présent également, mal à l'aise pour la première fois, ainsi que 2 autres hommes qu'Eleanor ne nomma pas mais décrivit comme des professionnels de ce genre d'affaires, venus de Colombie, inconnus de la société de Charleston. Marcus exposa la nécessité. Le juge Grimbald possède des preuves qui peuvent tous nous détruire, dit-il. Il a des copies cachées à plusieurs endroits, des récits détaillés de la conspiration. Il a prévu une rencontre avec le procureur général de l'État. La situation exige une solution permanente. Et puisque Nathaniel avait eu l'intelligence de dissimuler ses preuves à plusieurs endroits, il fallait détruire non seulement l'homme, mais aussi tous ses papiers, tout ce qui, dans sa maison, pouvait contenir la preuve de leur crime. Le feu fut choisi comme méthode. Il détruirait les preuves tout en paraissant accidentel, ou du moins sans lien direct avec la conspiration. Les 2 professionnels colombiens étaient expérimentés dans ce genre de travail, assura Marcus. Ils allumeraient plusieurs foyers d'incendie simultanément, créant un brasier si rapide que nul ne pourrait le maîtriser. Ils s'assureraient que le cabinet de Nathaniel, où étaient conservés la plupart de ses travaux récents, soit entièrement détruit. Eleanor décrivit son horreur en entendant ce plan, en regardant son mari discuter calmement du meurtre d'un homme qu'il connaissait depuis des décennies dont ils avaient déjà tué l'épouse. Elle finit par parler, demandant à Marcus s'il comprenait ce qu'il proposait, s'il mesurait l'ampleur du mal qu'ils embrassaient. Marcus me regarda, écrivit-elle, avec ce qui ressemblait à de la pitié, et dit « Eleanor, nous avons franchi le point de considération morale en septembre. À présent, nous ne faisons que gérer les conséquences. Si tu ne peux pas soutenir cela, tu es libre de quitter Charleston et de vivre ailleurs tranquillement avec une généreuse pension. Mais tu ne peux pas rester ici et devenir un risque. » Elle resta, avoua-t-elle, parce qu'elle manquait de courage pour fuir, parce qu'elle craignait le pouvoir de Marcus, parce que partir aurait signifié abandonner sa maison et tout ce qu'elle connaissait. « J'écris cette confession comme mon propre jugement, » conclut-elle. « J'étais présente lorsque le meurtre fut planifié, et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Je suis complice de la mort du juge Grimbald, aussi sûrement que si j'avais allumé l'allumette moi-même. J'ai vécu 20 années supplémentaires avec ce savoir, et je n'ai trouvé la paix dans aucune d'elles. » L'incendie fut allumé le 28 novembre, alors que Nathaniel préparait ses derniers documents pour sa rencontre avec le procureur général. Eleanor décrivit comment Marcus passa cette soirée chez eux, se constituant un alibi, recevant des invités à dîner qui témoigneraient de plus tard qu'il n'était nulle part près de Meeting Street lorsque les flammes commencèrent. Elle se souvenait l'avoir observé à travers la table, charmant leurs invités par des histoires et des plaisanteries, et pensant « Je dîne avec un monstre portant le visage d'un gentleman. » La nouvelle de l'incendie leur parvint vers minuit. Marcus réagit avec un choc approprié, manifesta de l'inquiétude, organisa même des hommes pour aider à combattre les flammes, bien qu'à leur arrivée, la maison des Grimbald fût déjà consumée. « Je me souviens, » écrivit Eleanor, « d'être debout dans notre jardin, regardant la lueur orange dans le ciel au-dessus de Meeting Street, et de savoir qu'avec ce feu, c'était la vérité elle-même qui se réduisait en cendres. Mais la vérité, révéla-t-elle, s'avéra plus résistante que les conspirateurs ne l'avaient en cru. Nathaniel Grimbald, peut-être conscient du danger, avait pris des précautions. Il avait fait plusieurs copies de ses documents les plus importants et les avait répartis en différents lieux. L'un fut caché dans le palais de justice, parmi les anciens dossiers de succession,
dissimulé parmi des affaires authentiques. Un autre fut confié à un collègue de confiance, le juge Horacio Prio, ou du moins le croyait-il. Mais Prio, découvrit-on, était compromis lui aussi, et ses documents disparurent. Le troisième lot, celui que Nathaniel avait enfermé dans une boîte de fer et dissimulé dans les fondations de sa maison, y avait été placé des semaines avant l'incendie, alors que la demeure subissait de légères réparations. Elena expliqua qu'elle apprit l'existence de ces documents cachés par Marcus lui-même, qui vécut des années dans la peur qu'il soit découvert. « Il se réveillait la nuit », écrivait-elle, terrifiée à l'idée que, quelque part, dans quelque archive ou recoin oublié, les preuves de Nathaniel Grimbald existaient encore, prêtes à nous condamner. Cette peur ne l'a jamais quittée, et je crois qu'elle contribua à sa mort, en 1870. Il ne mourut pas en paix, mais dans la terreur, criant dans son délire final à propos des flammes, des portes verrouillées et des yeux qui le regardaient. La confession évoqua aussi les autres morts survenus après le 28 novembre. La mort de Samuel, d'abord attribuée à une crise cardiaque, fut en réalité un meurtre. Et Elena avait surpris Marcus dire au shérif Pembroke « Le vieux majordome en sait trop. Il pourrait parler pour sauver d'autres membres de la maison. » Samuel avait été empoisonné avec le même laudanum concentré utilisé sur Catherine et Isaiah, administré par Daniel Rutledge sur le marché, afin de faire croire à la mort naturelle d'un vieil homme. La disparition de Dinina était plus ambiguë. Eleanor écrivit que Marcus avait également prévu de la tuer, mais que Dinina, ayant d'une manière ou d'une autre découvert le danger, avait fui. « J'espère qu'elle a atteint le nord », écrivait Eleanor. « J'espère qu'elle a trouvé la liberté et vécu assez longtemps pour oublier ce qu'elle avait vu. Mais je ne l'ai jamais su, et Marcus n'a jamais dit si ces hommes l'avaient l'âme retrouvée. Certaines questions, j'ai dû vivre avec, sans réponse. » Quant à Peter, le propre fils d'Eleanor, ses mots à propos de sa mort remplissaient de plusieurs pages, écrites d'une main de plus en plus tremblante, comme si écrire cette perte lui infligeait une douleur physique. Peter s'était rapidement détérioré après la mort de Nathaniel, consommant du laudanum en quantité alarmante, même pour son père. Il parlait souvent, ivre ou drogué, Dieu qui le regardait, de Catherine Grimbal apparaissant la nuit dans sa chambre, des mains d'Isaiah tendues vers lui. Marcus craignait que l'état de Peter ne le pousse à une confession publique, qu'il révèle tout dans un moment d'honnêteté induit par la drogue ou de culpabilité insoutenable. Le 14 mars 1857, Eleanor écrivit « Peter était mort dans sa chambre d'un empoisonnement au laudanum que Marcus déclara accidentel. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu Marcus entrer dans la chambre de Peter ce soir-là avec une bouteille à la main. J'avais entendu Peter crier une fois, puis plus rien. Quand Marcus est ressorti, il m'a regardé avec des yeux sans chagrin, seulement du calcul. Il souffrait, m'a dit Marcus. C'était un acte de miséricorde. Mais ce n'était pas de la miséricorde, c'était un meurtre. Le meurtre de notre propre fils pour protéger notre position et éviter le scandale. La confession d'Eleanor se terminait par des réflexions sur la justice et la culpabilité, sur le prix de la complicité et le poids du silence. Elle parlait de sa présence à l'église chaque dimanche, de ses prières, se demandant si Dieu pouvait entendre celle d'une femme qui avait laissé le mal prospérer. Elle décrivait Charleston à travers les années de guerre, observant la destruction de l'ancien ordre et se demandant si cette destruction n'était pas en soi un jugement divin, un feu purificateur consumant la société qui avait engendré et protégé des hommes comme son mari. « Je me meurs maintenant », lisait-on dans son dernier paragraphe, « et j'affronte le jugement qui m'attend avec cette confession, comme seule offrande. Je n'ai pas eu le courage de parler quand cela aurait pu encore compter, quand la justice aurait pu être rendue. J'offre la vérité maintenant, seulement quand elle ne peut nuire à personne, sauf aux morts, moi comprise, bientôt. Que celui qui lira ces lignes sache ce qui s'est passé à Charleston en 1856, qu'il sache que sous nos belles demeures et nos manières gracieuses, nous étions capables d'une monstruosité absolue,
qu'il nous juge, puisque nous ne nous sommes jamais jugés nous-mêmes. La découverte de la confession d'Eleanor van der Horst en 1889 créa un dilemme immédiat pour ceux qui la trouvèrent. Le docteur Ravenel, en examinant les documents avec un œil d'historien, comprit aussitôt leur importance, mais aussi les complications qu'ils impliquaient. Beaucoup des familles mentionnées, les Van der Horst, les Rutledge, les Collatton, avaient encore des descendants vivants à Charleston, des citoyens éminents dont la réputation serait détruite par de telles révélations. Après de longues discussions, les 3 hommes témoins de l'ouverture du coffre prirent une décision qui allait devenir, à son tour, une partie du drame. Ils décidèrent de préserver les documents, mais de ne pas les rendre publics immédiatement. Ils les déposèrent aux archives du comté de Charleston sous scellé, nécessitant une autorisation spéciale pour y accéder. Les documents furent certes catalogués, préservés, mais effectivement dissimulés, disponibles en théorie, mais inconnus du public. Cette décision devint plus tard controversée. Les critiques affirmèrent qu'une vérité retardée est une vérité niée, que les 3 hommes avaient privilégié le confort social à la vérité historique, devenant complices du silence qu'ils prétendaient de condamner. Les défenseurs répliquèrent qu'en 1889, Charleston, encore convalescente après la guerre et la reconstruction, aurait été profondément ébranlée par un tel scandale. Les coupables étaient morts, la justice impossible, et la vérité n'aurait servi qu'à blesser les innocents descendants. Les archives du comté de Charleston conservent toujours, dans une section scellée accessible uniquement par permission, les dossiers complets de l'affaire Grimbal, le rapport original du coroner, les dépositions scellées des domestiques, la pétition signée par 47 citoyens notables et les documents découverts en 1889, la confession d'Eleanor van der Horst, les journaux de Nathaniel Grimbal et les preuves qu'il avait réunies. Ces matériaux restèrent largement inaccessibles jusqu'en 1934, quand une étudiante diplômée, nommée Margaret Sinclair, menant des recherches sur Charleston avant la guerre pour sa thèse, découvrit une référence à l'affaire Grimbal dans une note de bas de page d'un ouvrage juridique. Ces demandes répétées d'accès furent d'abord refusées, mais après un appel à la Commission historique de l'État et la démonstration d'un intérêt scientifique légitime, elle devint la première personne hors du cercle de 1889 à lire la confession complète d'Eleanor. La thèse qui en résulta, meurtre, conspiration et justice dans le Charleston d'avant-guerre, la tragédie Grimbal réexaminée, présenta pour la première fois les preuves à un public universitaire. Son travail était rigoureux, minutieux et accablant dans ses implications. Elle retraça non seulement le complot autour de l'affaire Beaumont, mais aussi des schémas similaires de corruption et de violence à travers tout le sud d'avant-guerre. L'affaire Grimbal, affirmait-elle, n'était pas une exception, mais un exemple, peut-être mieux documenté que d'autres, du fonctionnement réel d'un système fondé sur l'injustice. Son étude rencontra de la résistance. Plusieurs familles de Charleston, dont les ancêtres figuraient dans la confession, tentèrent d'empêcher la publication. Quand cela échoua, elles engagèrent leurs propres historiens pour rédiger des réfutations mettant en doute la santé mentale d'Eleanor, suggérant qu'elle alliait qu'elle avait pu être confuse, rancunière ou mal informée, proposant d'autres explications aux événements de 1856. Aucune de ces réfutations ne gagna vraiment de crédit dans les milieux savants, mais elles atteignirent leur véritable objectif, semer suffisamment de doutes dans la mémoire collective pour que la version scandaleuse, l'amour interdit, le meurtre-suicide, demeure la plus racontée. Les historiens qui ont étudié ces archives reconnaissent aujourd'hui la tragédie Grimbal comme l'un des exemples les plus clairs du fonctionnement de la justice dans le Sud d'avant la guerre. Non par la loi, mais par le pouvoir. Non par la vérité, mais par le récit commode. L'affaire révèle les mécanismes par lesquels l'élite de Charleston conservait son contrôle. La violence quand il le fallait, mais une violence déguisée, une violence qui renforçait l'ordre établi plutôt que de le défier. Catherine Grimbal et Isaiah furent assassinés,
non pour avoir transgressé une morale, mais parce que le mari de Catherine avait refusé de participer à une fraude foncière. Leurs morts furent des assassinats politiques déguisés en drames passionnels, servant à la fois à éliminer un opposant et à conforter les hiérarchies sociales et raciales. Le génie du complot fut de transformer la réputation des victimes en armes et en boucliers, forgeant un récit que la société de Charleston accepterait, car il confirmait ce qu'elle croyait déjà. Nathaniel Grimbal comprit cela, et cela le détruisit. D'après son journal, il passa ses dernières semaines paralysé par un terrible dilemme. Pour révéler la vérité, il devait encore exposer la mémoire de Catherine, prouver son innocence en dévoilant à quel point elle avait été piégée, ce qui signifiait l'examiner publiquement selon les termes de ses assassins. Il pouvait protéger la mémoire de sa femme ou chercher la justice pour sa mort, mais pas les deux. Il choisit la justice et cela lui coûta la vie. Et pourtant, même ce sacrifice ne suffit pas. La vérité émergea trop tard, incomplète. Aucun procès, aucune condamnation, aucun véritable compte à rendre. Seulement des notes historiques et des articles que presque personne ne lit, des archives que presque personne ne consulte. La propriété de Meeting Street, où se trouvait la maison Grimbal, est aujourd'hui un cabinet d'avocats. Henderson Wright & Associates, spécialisé en droit immobilier. Une petite plaque indique que le juge Nathaniel Grimbal y vécut, mais ne mentionne rien des circonstances de sa mort, ni du drame qui dévora sa famille. Les guides touristiques évoquent parfois la tragédie Grimbal lors de leur visite, mais toujours sous la version officielle. L'affaire scandaleuse, le meurtre passionnel, l'amour interdit. Le mensonge confortable persiste, parce qu'il est plus simple que la vérité complexe, parce qu'il n'oblige à aucun examen du passé, parce qu'il n'impose rien au présent. Au cimetière de Magnolia, la tombe de Catherine Grimbal porte son nom, ses dates de naissance et de mort, et une seule phrase, « Épouse fidèle, dévouée à son devoir ». L'inscription, choisie par sa sœur, offre une dignité silencieuse en contraste avec le scandale qui avait un temps entouré sa mort. La tombe de Nathaniel, ajoutée après l'incendie, repose à côté. On y lit « Nathaniel Grimbal, juge, 1807-1856. Il aima la justice plus que la vie. » Nul ne sait qui choisit ces mots, mais ils sonnent comme un code, un message pour ceux qui connaissent trop la vérité. Nulle part dans le cimetière n'apparaît le nom d'Isaiah. Il repose dans une tombe anonyme, dans la section réservée aux esclaves, aujourd'hui à l'abandon, où les herbes-lys folles ont envahi les lieux et où la plupart des pierres tombales ont disparu depuis longtemps. Il est l'un des milliers d'esclaves dont l'existence ne fut enregistrée que comme bien matériel, dont la mort fut notée comme perte financière. Dans l'inventaire de succession de la famille Grimbal, sa valeur était estimée à $200. Sa mort, inscrite dans la même colonne qu'un carrosse brisé et un cheval boiteux. Le tombeau de la famille Vanderhorst, en revanche, est une imposante structure de marbre, située près de l'allée principale du cimetière, bien entretenue, portant les noms de Marcus, Eleanor et Peter, ainsi que ceux de plusieurs générations avant et après eux. L'inscription de Marcus mentionne son service distingué envers la communauté juridique de Charleston et son dévouement à la préservation des institutions du Sud. Rien n'évoque les meurtres qu'il orchestra, les vides qu'il détruisit, la conspiration qu'il dirigea. Sur la tombe d'Eleanor, on peut lire simplement « Épouse et mère bien-aimée ». Aucune trace de la confession qu'elle et Chian l'écrivit, ni de la culpabilité qui dévora ses dernières années. La tombe de Peter ne porte que son nom et ses dates, une brièveté qui reflète peut-être le dernier acte de pitié de son père. Se taire plutôt que d'inventer des vertus à un fils qui n'en eut jamais. L'histoire, gravée dans le marbre, ne raconte que les récits que le pouvoir choisit de retenir. Les Vanderhorst sont honorés, leurs crimes dissimulés sous la respectabilité. Les Grimbal sont réduits à une note de bas de page tragique, leur souffrance transformée en scandale. Et Isaiah est totalement effacé, réduit de personnes humaines dotées de pensée, d'émotion et de dignité, à un simple acteur anonyme dans une parabole morale sur les désirs interdits.
Mais le papier préserve ce que la pierre cache. Dans les archives du comté de Charleston, dans les bibliothèques de plusieurs sociétés historiques, dans les collections universitaires consacrées au sud d'avant-guerre, les preuves existent, pour ceux qui veulent les voir. La vérité est accessible, mais il faut la chercher, la rassembler, la comprendre. Il faut accepter que les récits officiels puissent cacher au lieu de révéler. Que des gens respectables puissent commettre des crimes terribles. Que la justice différée n'est pas seulement une justice refusée, mais la preuve d'une corruption systémique. La tragédie Grimbal nous enseigne que, dans les sociétés bâties sur une injustice fondamentale, même les actes individuels de conscience deviennent dangereux. Nathaniel Grimbal voulut être un bon juge dans un mauvais système, et ce système le détruisit pour cela. Catherine Grimbal mourut non pour un péché qu'elle aurait commis, mais parce qu'elle était vulnérable, disponible pour être utilisée comme une arme contre son mari. Isaiah mourut parce que sa condition d'homme asservi faisait de lui le bouc émissaire parfait, une victime dont la souffrance serait non seulement acceptée, mais attendue, un être dont l'humanité pouvait être niée, même dans la mort. Leur histoire devrait nous pousser à poser des questions difficiles sur notre propre époque, notre propre société, notre propre complicité dans les systèmes qui protègent les puissants et sacrifient les faibles. Mais poser de telles questions est inconfortable, et la plupart des gens recherchent dans l'histoire du réconfort. Ainsi la version simplifiée perdure, le scandale, l'amour interdit, la tragédie inévitable, une fiction au service de ceux qui, même des générations plus tard, continuent donc de bénéficier du crime. Pourtant, la vérité demeure, tapie dans les archives et les documents préservés par des personnes comme Eleanor Vanderhorst, qui n'eurent pas le courage de parler quand il le fallait, mais trouvèrent sans la force d'écrire ce qu'elles ne pouvaient dire. Elle attend des chercheuses comme Margaret Sinclair, qui refusèrent les récits de Commode et exigèrent d'accéder aux archives scellées. Elle attend quiconque est prêt à regarder au-delà des plaques commémoratives et des histoires récitées par les guides touristiques. Quiconque ose se demander pourquoi certains dossiers sont scellés alors que d'autres restent ouverts, pourquoi certaines vérités sont conservées tandis que d'autres sont effacées. La maison Grimbal brûla en 1856, mais les preuves survécurent dans ses fondations, cachées mais intactes, attendant des décennies avant de ressurgir. Peut-être est-ce là la leçon. La vérité est plus résiliente qu'on ne le pense. Elle peut être étouffée, retardée, obscurcie, mais elle finit toujours par survivre, par refaire surface, par exiger reconnaissance, même de la part de générations qui préféreraient oublier. Les morts ne cessent jamais de parler, et les crimes du passé continuent de résonner, de soulever des questions qu'aucun mythe rassurant ne peut totalement faire taire. Que pensez-vous de cette hélas histoire? Croyez-vous que tout a été révélé, ou soupçonnez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans le passé de Charleston, des vérités trop dangereuses ou trop dérangeantes pour être entièrement mises au jour? L'affaire Grimbal mit des décennies à sortir des archives scellées. Combien d'autres affaires demeurent encore cachées? Combien d'autres vérités attendent d'être découvertes? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la façon dont l'histoire choisit quelles histoires préserver et lesquelles enterrer. Si vous avez aimé ce récit et souhaitez découvrir d'autres mystères sombres issus de l'histoire cachée de l'Amérique, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les récits, qui bousculent les versions confortables du passé. Le passé n'est donc jamais vraiment passé, et les morts ne cessent jamais de parler à ceux qui acceptent d'écouter.